Du coup, je suis aussi ravi d'être là. Je pense que c'est très important qu'on ait ce genre de discussion, surtout dans un moment qui me paraît comme une sorte de carrefour, où en fait on est placé devant plein de possibilités et devant aussi des enjeux qui sont graves, qui sont importants. Moi, je voulais aussi commencer un peu par la situation. Il y a il faut parler du contexte pour passer ensuite à nos tâches et à la question de la stratégie. Je pense que vous n'avez pas raté que ces dernières années, on est en train d'assister à une énorme offensive à l'échelle internationale contre les droits reproductifs, contre les droits LGBT, contre les droits trans. Les deux pays épicentres de ce phénomène, c'est bien sûr les États-Unis, où aujourd'hui le droit à l'avortement, il a été révoqué à l'échelle fédérale en 2022 avec la révocation de Roe vs Wade. Et ensuite, aujourd'hui, il est interdit dans près de la moitié du pays à l'échelle des États républicains. Et également, en même temps, on était mené des offensives menées par le Parti républicain, par l'extrême droite, contre les personnes trans, contre les droits trans. Donc, il y a la transition aussi des transitions des mineurs dans près de la moitié des États-Unis aujourd'hui. L'autre pays important dans cette offensive, c'est la Russie. Où on a vu en pleine période de guerre en Ukraine, on a vu l'interdiction quasi totale des droits LGBT, des droits trans, et il y a aussi des offensives contre les droits reproductifs qui se profilent. Ces offensives, elles touchent aussi des pays européens, c'est l'Italie de Meloni, c'est le Royaume-Uni, évidemment sous les Tories de Sunak, mais également sous la gauche sociale-libérale dont la victoire a été célébrée par le Parti socialiste en France, mais même cette gauche social-libérale du Labour est en train d'interdire les transitions des mineurs à travers NHS, à travers le système national de santé. Donc vous voyez que ces offensives, elles touchent aussi, y compris des démocraties libérales européennes, y compris la France. Donc on a vu en fait cette année des propositions de loi qui ont été déposées par les républicains, par aussi l'extrême droite du Rassemblement national, visant à interdire les transitions des mineurs. Et les républicains, il faut le dire, ont proposé même une innovation des dispositifs répressifs sur les questions trans, en proposant de punir des médecins qui suivent des enfants trans de 2 ans d'emprisonnement. On voit aussi que ces offensives, elles ne sont pas à délier du contexte social général, de l'état général de nos sociétés, du système capitaliste de façon plus générale. Ces offensives, elles arrivent dans un contexte en fait de crise politique, économique, sociale qu'on est en train de voir à l'échelle internationale, qui est en train de s'approfondir. Et ces attaques arrivent dans un moment où on a aussi des énormes coupures austéritaires, des tendances embryonnaires de la récession, l'effondrement des services publics. Et on peut aussi faire le lien, par exemple, avec le fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays de l'espace de OCDE, il y a un vrai ralentissement des tendances démographiques, une vraie baisse de natalité qu'on ne peut pas séparer du fait qu'aujourd'hui on a une énorme vague de fermeture de crèches, de centres IVG, des énormes offensives contre les droits reproductifs, aussi sur ce terrain-là, des attaques contre le système de santé. Et donc cette question de natalité, cette question de démographie, ce n'est pas quelque chose qui est juste fait obsession aujourd'hui des démographes, mais aujourd'hui ça devient une question de plus en plus importante pour l'extrême droite et qui explique aussi en partie les offensives contre les droits reproductifs et les droits trans, parce que l'extrême droite aujourd'hui, elle refuse par exemple, considérer qu'on peut renouveler la force du travail par l'immigration. Elle est en train de réclamer, comme le fait Donald Trump aux États-Unis, des déportations de masse. Elle est en train de fermer ses frontières, externaliser les demandes d'asile. Et donc, en refusant le renouvellement de la force du travail par l'immigration, elle commence à parler de mettre en place des politiques natalistes, comme le fait Viktor Orban, comme commence à le faire Giorgia Meloni. Et elle commence aussi à considérer c'est une importance presque stratégique pour les États capitalistes aujourd'hui, d'attaquer tout ce qui sort du cadre de la famille hétérosexuelle, tout ce qui sort de la normalité hétérosexuelle de reproduction, donc les personnes trans qu'on associe à la stérilité, les personnes LGBT de façon générale. Et aujourd'hui, un autre élément majeur, je pense qu'il faut aussi poser, c'est la question de tendance
tendances à la guerre, des tendances à la militarisation. J'ai soulevé la question de la guerre en Ukraine. On peut soulever aussi la perspective même de la guerre régionale qui risque d'éclater au Moyen-Orient avec le génocide qui se déroule à Gaza, avec les bombardements qu'effectue Israël sur les pays voisins comme le Liban, comme aussi les échanges de tirs avec l'Iran, des bombardements de la Syrie, etc. etc. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui dans un monde où même des ministres européens, polonais, britanniques parlent sérieusement du fait qu'on est sorti de l'époque de l'après-guerre et qu'on est en train d'entrer dans une période pré-guerre. Et donc qui dit préparation à la guerre dit explosion du budget militaire, dit renforcement des normes du genre, renforcement des divisions sexuelles, le fait de préparer des hommes concrètement à partir dans les tranchées, comme les scénarios qu'on a déjà vus pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des boucheries de masse. Et je pense que ce n'est pas anodin que dans un pays comme la Russie, par exemple, ces questions sont totalement liées. L'État est en train de perdre des dizaines de milliers d'hommes au front. C'est en train de poser des contradictions énormes pour son économie sur le moyen, sur le long terme et même sur le court terme. Il y a un déficit d'employés dans tous les secteurs. Et donc, il est en train de, au même moment, s'attaquer à l'avortement, s'attaquer à la contraception, s'attaquer aux droits trans et LGBT. Donc, je pense qu'il y a une question absente qu'on traite très peu dans le mouvement féministe, et c'est la question de tendance à la guerre. Maintenant qu'on a posé ce contexte, cette situation qui est en train de se dérouler, je pense qu'on doit aussi aborder l'état du mouvement féministe et LGBT actuel. Donc, toi, tu as soulevé ce mouvement, vous avez tous les deux soulevé la quatrième vague du mouvement féministe qui a éclaté il y a presque une décennie par des manifestations de masse, par des mouvements de masse en Argentine, en Espagne, dans plusieurs pays européens, en Amérique latine, et qui s'est battu contre les féminicides, contre les VSS, qui s'est battu pour arracher les droits à l'avortement en Argentine. Mais on voit que presque une décennie plus tard, la situation ne se pose pas du tout dans ces paramètres-là. On est en train de plutôt traverser une période de reflux, une période de renforcement des tendances réactionnaires, des offensives de l'extrême droite. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut poser véritablement le problème, la question de la crise du mouvement féministe, d'une véritable crise du mouvement féministe qui n'est pas à la hauteur des offensives qui sont en train d'arriver et qui vont arriver. Aujourd'hui, le mouvement féministe français, c'est un mouvement qui est morcellisé, qui est composé d'une myriade de petits collectifs, de petits groupes éphémères à l'échelle nationale et même des grands groupes comme nous toutes qui ont pu jouer un rôle dans le renouvellement du mouvement féministe il y a quelques années, sont en train de vivre une phase du ralentissement, du reflux. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en effet, il y a une très large politisation sur les questions féministes, sur les questions du genre qui est en train de se profiler. Tu as soulevé l'affaire Pileco et je pense qu'elle est en train de politiser une génération entière de jeunes femmes, y compris des personnes LGBT, sur les questions du patriarcat. Mais aujourd'hui, d'un point de vue structurel, le mouvement féministe est dans une position de faiblesse. Et je pense qu'au-delà de la faiblesse structurelle, il y a aussi un autre aspect qui me paraît vraiment ultra important. Et c'est vraiment la question stratégique, la question aussi de l'indépendance que le mouvement féministe a vis-à-vis de l'État. Je pense que c'est une question qui n'est pas aussi aujourd'hui aussi tranchée dans le mouvement féministe que ce qu'on aurait voulu. Donc, par exemple, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple même des récentes mobilisations contre les offensives anti-trans. Une grande partie des mobilisations des militants jeunes et militants LGBT, jeunes militants trans, ont fait organiser des sessions de phoning aux députés et aux sénateurs en essayant de les convaincre un par un de voter contre la loi. Une grande partie même des associations trans considéraient qu'il était possible de s'allier, par exemple, au macronisme, au bloc macroniste, pour le pousser à voter contre cette loi. Et donc, il y a encore aujourd'hui une question de est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement il peut être notre allié dans la lutte contre la montée de l'extrême droite? Est-ce qu'aujourd'hui, le macronisme peut être un allié circonstanciel de circonstances sur les questions du genre, même s'il est totalement réactionnaire sur les questions du racisme d'État, sur les questions des offensives antisociales?
est-ce que le macronisme peut être notre allié? Cette question, elle n'est pas encore tellement tranchée dans le mouvement féministe et LGBT. Et l'autre question qui me paraît vraiment ultra importante, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a vu pendant cet été une prise de conscience à l'échelle très large du danger de l'extrême droite. On a eu pendant la période de mai et de juin de nombreuses offensives, de nombreuses agressions des groupuscules d'extrême droite contre les personnes LGBT. On a eu des féminicides des femmes trans, etc. Et je pense que ça a provoqué un énorme élan dans le mouvement féministe et LGBT, mais qui s'est canalisé dans le soutien politique et dans une mobilisation militante en faveur du nouveau Front populaire. Et je pense que je ferai un parallèle qui me paraît intéressant avec la situation au Royaume-Uni où cet été où il y a eu aussi des émeutes de masse racistes d'extrême droite qui sont organisées à l'échelle nationale. Et on a eu aussi une mobilisation militante qui s'est profilée, mais elle s'est faite autour de la mobilisation dans la rue pour contrer l'extrême droite dans la rue, pour combattre quartier par quartier, pour défendre chaque mosquée qui est attaquée. Et donc j'ai l'impression qu'à la sortie de cet été, on se retrouve en France et au Royaume-Uni. On a réussi tactiquement à faire repousser l'extrême droite, mais je pense que la perspective britannique, quelque part, elle est plus, elle pose des perspectives plus excitantes que ce qui a été pratiqué en France. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du triomphalisme des scènes de liesse à la place de Stalingrad et à la place de la République, la nuit où le nouveau Front populaire a gagné, entre guillemets, 2 mois plus tard, on constate qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement de Michel Barnier, avec un gouvernement où les républicains se trouvent dans les postes clés stratégiques, un gouvernement qui a été composé sous la dictée et sous la pression de l'extrême droite. Et on a aujourd'hui, on peut aussi constater, même au sein de la gauche institutionnelle, un renforcement du Parti socialiste, un doublement de taille du Parti socialiste. Et je pense que c'est une situation dont on doit aussi tirer des bilans. Enfin, je ne sais pas, il y a 10 ans, pendant une nuit debout, des militants comme vous levaient leur poing, et je pense que certains d'entre vous étiez là-bas, levaient leur poing pour crier plus jamais PS, plus jamais cette gauche institutionnelle qui nous a trahis et qui est en train de favoriser les réactions. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où en fait, c'est les courants les plus à droite, les plus réactionnaires de la gauche institutionnelle qui sont en train de se renforcer. C'est l'extrême droite qui est en position de force et qui est en train de dicter l'agenda politique. Et donc j'ai l'impression que même dans ton livre Aurore, qui Révolution féministe, tu abordes une période qui me paraît importante, un moment qui est clé, la période des années 80, l'arrivée de la gauche institutionnelle au pouvoir, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, et le fait qu'il y avait un véritable carrefour qui s'est ouvert devant le mouvement féministe, et c'était en réalité le début de la cooptation du mouvement féministe en France, le fait qu'il y a eu le ministère des Femmes qui s'est créé sous François Mitterrand, le fait que les associations féministes ont commencé à recevoir des subventions de l'État, et du coup j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, on a vu que le mouvement de seconde vague féministe a été canalisé. Il y a dans le moment de reflux, de la même manière post-68, dans la période de reflux, il s'est canalisé derrière la gauche institutionnelle. Et de la même manière, aujourd'hui, le féminisme de la 4e vague, j'ai l'impression qu'il y a un risque considérable, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, qu'il se fasse canaliser par la gauche institutionnelle. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans une période où on est en train de parler du retour à la guerre, dans une période où on est en train de parler du fait que les personnes trans soient privées de tous leurs droits dans certains pays, on a l'impression, enfin, on a besoin aussi de discuter du problème du logiciel. On a besoin de discuter des stratégies qui n'ont pas marché. Et moi, j'ai l'impression que la stratégie de se mettre derrière la gauche institutionnelle qui demain prétend prendre les rênes de l'État français, elle a prouvé son impasse. Enfin, cet été, on a vu aujourd'hui beaucoup de gens se disent voter, ça ne marche pas, le macronisme s'en fout, la 5e République s'en fout de ce qu'on dit à travers le vote. Manifester, tout simplement, ça ne marche pas. Et donc, on a besoin aussi de poser la question de quel autre type de levier on peut chercher. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que le 2023, la période de grève générale, la période quand il y avait 3 millions de personnes dans les rues, je pense que c'est quelque chose que tous les pays européens sont en train de nous envier, cette dynamique de lutte de classe en France, le fait qu'il y a de grands mouvements de grève en France quasiment tous les 2 ans. Et je pense que pour moi, enfin, pour revenir sur
quelle a été la responsabilité dans le fait qu'il n'y a pas eu de grève reconductible, dans le fait que le 8 mars n'a pas servi de tremplin pour la grève reconductible pour le reste du mouvement. Pour moi, la réponse elle est très simple. C'est la CFDT, c'est la CGT, c'est l'intersyndicale qui n'ont pas voulu pousser pour une grève reconductible, qui ont resté jusqu'au bout avec la stratégie perdante des journées isolées de grève. Et c'était clair à l'époque, la secrétaire générale de la CFDT disait que pour elle, le mouvement ouvrier et le mouvement féministe, ce sont des luttes à part, ce sont deux journées différentes, et donc ça ne fait pas sens pour elle de reconduire la grève le 8 mars. Pourtant, on voit que c'était une bifurcation historique importante, et si on est en train de subir tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, si on est en train de subir le renforcement de l'extrême droite sur le terrain parlementaire, sur le terrain extra-parlementaire, si on est en train de subir l'offensive anti-trans, c'est aussi à cause de la défaite du mouvement de retraite, et c'est aussi la responsabilité de ceux qui ont mené ce mouvement, de la direction du mouvement, de l'intersyndicale.